C'est une fable qui a connu plusieurs variantes. On raconte parfois l'histoire de la grenouille et du scorpion, ou celle du fermier et de la vipère. La version d'Ésope, elle, s'intitule « Le laboureur et le serpent gelé ». Je cite. « Un laboureur trouve en plein hiver un serpent raidi par le froid. Il en a pitié, le ramasse et le serre contre lui sous son manteau. Une fois réchauffé, le serpent est rattrapé par son naturel. Il frappe et tue son bienfaiteur, qui, se sentant mourir, s'écrie « Je l'ai bien mérité, ayant eu pitié d'un méchant ». Toutes ces fables montrent une chose. On ne change pas la nature profonde d'un être, quelle que soit la bonté qu'on lui porte. Au cours de sa vie, Violette a accepté bien des choses, un peu malgré elle. Une bienveillance dont elle a dû subir les conséquences. Vous écoutez Transfert, épisode 247, un témoignage recueilli par Lola Berthet. Nous sommes en 2021, j'ai 23 ans, j'habite au Canada. Et c'est la période du Covid, donc au Canada, il y a le confinement, encore. Du coup, je fais mes études depuis chez moi, je ne peux pas sortir, c'est vraiment compliqué de sociabiliser, je suis loin de ma famille, de mes amis. Je décide de reprendre contact avec mon ex. On s'est séparés il y a 1 an, on s'est séparés en mauvais termes. Il y a eu une infidélité de sa part et c'était vraiment une relation compliquée. Je sais pas trop pourquoi je reprends contact avec lui, c'est sûrement parce que je me sens très seule. Et mes amis et ma famille n'apprécient pas du tout cet ex-là. Donc je le garde un peu pour moi. C'est un moment compliqué. Je sais pas trop où j'en suis dans mes relations amoureuses, je sais pas trop, c'est compliqué mentalement d'être au Canada. Je fais le choix de rentrer en France. Je termine mes études quand même à distance. Niveau boulot, j'ai pas commencé à travailler. C'est difficile pour moi de trouver un travail en France parce que comme j'ai fait mes études au Canada, je n'ai pas de contact en France. Donc ça rajoute un stress supplémentaire. Il y a aussi pas mal de choses qui me parasitent à ce moment-là. On m'a diagnostiqué une maladie du sang, un trouble de la coagulation, et un médecin m'a annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Ça fait quelque temps qu'on me l'a dit, mais ça me travaille encore. Il y a pas mal de trucs qui me polluent, je sais pas trop où j'en suis. Je décide de partir en vacances avec ma demi-sœur et ma meilleure amie pour me changer les idées. Donc là, c'est la première fois de ma vie où je me sens vraiment libre, je batifole un peu à droite à gauche, mais arrive septembre et je sais toujours pas ce que je vais faire, professionnellement parlant. J'ai arrêté de parler à mon ex plus ou moins, mais on reste quand même en contact. Donc ouais, c'est une période où je suis un peu, perdue. Je suis scénariste. Ma meilleure amie, Flora, vit à Berlin et je décide du coup d'aller lui rendre visite pour quelque temps parce que je peux travailler, d'où je veux avec le boulot que je fais. J'arrive à Berlin, dans l'après-midi et avec Flora, on décide de se rendre dans un bar. J'ai un autre ami qui habite à Berlin, avec qui Flora a un peu une histoire d'amour en ce moment. En tout cas, ils fricotent et donc on rejoint Gabin dans un bar-boîte à Berlin, il y en a pas mal, ça s'appelle, des Wintergarten. Et je rencontre les amis de Gabin parce qu'il est en école de commerce à Berlin et je rencontre notamment une personne qui retient mon attention. C'est un garçon qui s'appelle Sam, qui n'est pas avenant de façon dragueuse, mais qui vient tout de suite me parler pour faire connaissance parce que comme, Gabin m'a présentée comme, une de ses meilleures amies, Sam veut me rencontrer. Donc on commence à discuter et le feeling passe tout de suite. J'ai envie d'en savoir plus sur, cette personne. Je me dis pas qu'il me plaît forcément, même si je le trouve, vraiment, charmant et surtout très intéressant. Mais il y a un truc qui se passe. On fait la soirée dans cette boîte et on décide à la fin de rentrer faire un after chez Flora avec Gabin, un autre ami, Sam, Flora et moi. Pendant cet after, je suis assise à côté de Sam et il se passe un truc. Il y a un espèce de jeu de séduction à la fin de cet after. On flirte carrément et je fais le choix de rentrer avec lui. On arrive, chez Sam, on quitte pas son lit, pendant, plusieurs, jours presque. On reste, chez lui et c'est comme si on s'était toujours connus. C'est vraiment une alchimie que j'ai rarement vécue. C'est de l'instantané, c'est pas vraiment le coup de foudre, au premier regard, mais plus on passe du temps ensemble et plus je me dis: «Comment j'ai pu, être sans cette personne, en fait, auparavant?» Mais je sais que je reste seulement 10 jours.
Je suis dans une optique de m'amuser. Pour moi, c'est vraiment, un coup d'une fois, on passe un super moment et j'en garderai un souvenir, plus tard, mais ça s'arrête là. Pendant qu'on est chez lui, à un moment, il me parle de lui, de ses ex, de ses relations parce qu'on se confie beaucoup. Il me confie qu'il est polyamoureux. Moi, c'est un terme que je ne connais pas, en fait. Je l'ai déjà entendu, mais je me suis jamais posé la question, de ce que ça veut vraiment dire. Donc ça éveille un peu ma curiosité, mais sans plus. Je comprends qu'il parle avec une autre fille qui habite dans un autre pays. Les 10 jours se passent, on reste collés ensemble, vraiment H24. C'est-à-dire qu'on sort beaucoup avec Flora et Gabin, mais je dors tous les soirs chez lui, on fait des activités que tous les 2. Plus le temps passe et plus je me dis: «Mais en fait, il y a peut-être un truc, de plus qu'un flirt de quelques jours, quoi». Moi, je commence à m'attacher, un peu en tout cas, et j'ai pas envie de partir. J'ai envie de continuer de passer du temps avec lui. Je décale mon billet pour rentrer, 1 semaine plus tard. On continue, notre relation. De l'autre côté, j'ai Flora qui est comme une dingue parce qu'elle me voit avec, quelqu'un de bien et du coup, elle est super contente que ça se passe bien. On parle un peu de ce que Sam m'a dit, sur le polyamour et pour Flora, c'est un peu un genre qui se donne parce qu'il veut passer pour quelqu'un un électron libre, et du coup, il me dit: «C'est peut-être parce qu'il n'a jamais été amoureux qu'il t'a dit ça mais s'il tombe amoureux de toi, vous vous mettrez ensemble». Moi, je reçois cette information-là et c'est vrai que je me dis, «On verra, comment ça se passe». Ça fait un moment que je suis arrivée à Berlin, j'arrive pas à partir, donc je fais que décaler mon billet parce que j'ai pas d'impératifs qui m'attendent en France et je me sens vraiment bien à Berlin. Mais il y a un moment où il faut que je rentre, donc je prends un billet et pour fêter un peu avant que je parte, on va en soirée avec Sam. À cette soirée, il y a ma demi-sœur qui est venue à Berlin pour seulement quelques jours. Flora, plusieurs amis de l'école de Gabin et de Sam, et notamment une fille avec qui Sam a eu une histoire quelques semaines avant que j'arrive, moi, à Berlin. Il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un de jaloux ni de possessif du tout. Je pars du principe que si ça s'est passé avant moi, ça appartient au passé. Je suis chill par rapport à ça. Donc ça m'embête pas que cette fille, soit avec nous, en plus, il s'avère qu'elle est très sympa, donc aucun problème, de mon côté. Je vais au bar chercher à boire et en revenant sur la piste de danse, ma demi-sœur m'arrête et me dit: «N'y va pas, tu vas voir un truc que tu as pas envie de voir». Elle m'explique que Sam est en train d'embrasser cette fille-là, sur la piste de danse, alors que moi je suis partie, depuis littéralement 5 minutes. Je suis un peu alcoolisée et mon sang fait un peu qu'un tour parce que je me dis, «Je pars, dans 2 jours». Il pourrait au moins attendre que je parte. Je sais qu'on s'est rien promis, mais c'est pas respectueux de le faire alors que je suis dans la soirée. Je suis énervée, mais je suis surtout blessée. Je vais le voir, il est très flirty avec moi. Il me dit, «J'aime beaucoup ton parfum» ou alors «Peut-être que c'est toi que j'aime». Un truc comme ça. Et du coup, moi, je suis super, énervée et j'ai l'impression qu'il se fout de moi. Donc je lui pose la question en fait: «Est-ce que tu as embrassé, la fille?» Il me répond: «Oui» et là, il se met à pleurer. Il se rend compte qu'il m'a blessée et du coup, on en discute, mais la musique est super forte, il y a beaucoup de monde autour de nous, c'est pas une on est tous les 2 bourrés, donc c'est pas vraiment, un cadre propice pour parler et la conversation n'avance pas tellement. Il me propose de rentrer chez lui, dormir, et d'en parler plus calmement le lendemain. Sauf que moi, je me sens pas du tout d'aller chez lui, je me suis pas sentie respectée avec ce qu'il a fait et du coup, je me sens vraiment, très mal. Donc je rentre chez Flora, je dors pas de la nuit. Le lendemain, je reçois un message, de Sam. Il me dit qu'il a envie de me voir pour s'excuser, il sait qu'il a merdé et on se voit. On en parle, je lui dis: «Je me souviens que tu m'as dit que tu étais polyamoureux, que tu croyais pas aux relations,
exclusive. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une relation parce qu'on n'a pas mis de mots sur ce qu'on était. Mais voilà, pour moi, c'est un manque de respect de l'avoir fait, sachant que toi, tu sais que moi, je ne suis pas polyamoureuse. J'ai trouvé que c'était un manque de respect d'embrasser une autre fille à une soirée où j'étais là, sachant que je pars bientôt et que tu aurais pu attendre ou au moins le faire quand j'étais pas là. Je repousse encore mon billet parce que j'arrive pas à partir de Berlin. Ça fait un peu plus de 3 semaines que je suis à Berlin maintenant. J'arrête de voir Sam parce que vraiment, c'est trop difficile pour moi d'avaler la pilule. Je vais voir, une amie qui s'appelle Maya. On boit un verre toutes les 2 et elle me dit: «Sam est dehors. Il voudrait encore te voir. Est-ce que tu acceptes qu'il vienne prendre un verre avec nous?» Je suis pas quelqu'un de très rancunier non plus, en plus de ne pas être jalouse et puis il me manque. Ça j'ai passé 3 semaines collée à lui. Là, plus de son, plus d'image. C'est difficile pour moi de voilà. J'ai envie de le voir. Au final, on passe, la soirée, ensemble. Je rentre, avec lui, il se passe rien, mais je lui dis clairement: «Je veux pas qu'on arrête de se parler, en fait. Même si tu as fait ce que tu as fait, moi, je suis super attachée à toi et même quand je vais rentrer en France, je voudrais qu'on reste en lien». Il est assez d'accord. Je prends l'avion, un peu à reculons parce que j'ai pas envie de partir, mais rassurée dans le sens où je sais qu'on va garder contact. Je rentre, donc à Lyon où vivent mes parents. C'est la ville où j'ai grandi. Depuis plusieurs années, je n'y vis plus parce que j'ai fait mes études, un peu à droite à gauche. Donc là, c'est un vrai retour dans cette ville où je m'ennuie un peu parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai tout qui se passe en même temps. J'ai la nostalgie de Berlin, le fait de plus voir Sam, d'être loin de Flora et d'aller dans cette ville où j'ai toujours pas de boulot. Je sais pas combien de temps je vais rester. Je suis contente de voir mes parents, mais c'est difficile de retourner, dans le foyer familial, quand on l'a quitté, depuis plusieurs années. C'est un moment où c'est pas simple pour moi. D'autant plus que Sam, qui m'avait dit qu'on resterait, en contact, ne m'écrit pas et ne me répond pas. Et je réalise vraiment que c'est plus qu'un attachement, c'est vraiment de l'amour que je ressens pour lui et je pensais pas que c'était à ce point, mais là, je me retrouve seule et je réalise à quel point il me manque et que je l'aime, quoi. On se parle plus et je décide de le sortir de ma tête, donc je vais voir un peu à droite à gauche, j'essaie de faire des rencontres, mais ça marche pas. Ça marche pas malgré le nombre de gens que je vois, les dates que je fais, les soirées que je fais, je n'arrive pas à le sortir de ma tête. Toute l'école, de commerce de Sam et de Gabin doivent faire un semestre à l'étranger et il s'avère qu'ils vont faire un semestre à l'étranger à Paris, à partir de janvier. Donc je sais qu'il va rentrer en France et je me dis que peut-être on va renouer des liens. Je sais pas trop, mais j'espère beaucoup. Moi, je suis là avec, tous ces sentiments dont je prends vraiment conscience, à ce moment-là et j'apprends par Flora que la fille dont m'avait parlé Sam quand j'étais, à Berlin, qui s'appelle Camille, lui a rendu visite et qui se sont mis officiellement, ensemble. Je sais pas trop s'ils sont ensemble, un couple, monogame, j'ai pas d'informations, en fait. Ou je sais pas si Sam continue de fréquenter d'autres gens, je sais pas. La bonne nouvelle, c'est que niveau boulot, ça se passe bien. J'ai trouvé du boulot et je vais monter à Paris, m'installer pour pouvoir travailler. On est début janvier, c'est l'anniversaire de Sam. Je sais qu'il est à Paris. Donc je lui envoie un message et je lui propose qu'on aille boire, un café. On se voit, on prend un café et c'est très, platonique, en fait. C'est plus amical qu'amoureux. C'est assez étrange pour moi parce qu'on n'a jamais été comme ça, donc c'est pas désagréable dans le sens où je suis contente de le voir. Il me parle de Camille. Je comprends que, ben, il y aura plus rien entre nous, mais je me dis: «Est-ce que l'avoir comme ami, ça peut être quelque chose?» Je sais pas trop. Moi, je sais que je suis amoureuse de lui, mais je me dis que peut-être ces sentiments vont passer si on arrive à construire une relation amicale. On fait plusieurs sorties avec Sam, on va au musée, on déjeune ensemble, on dîne ensemble. Je lui présente, mon meilleur ami, Augustin. Tout se passe bien. Fin janvier, les choses commencent à vraiment, s'aligner pour moi. Je suis trop contente. Dans la même journée, j'ai rendez-vous avec un agent qui accepte de me représenter. Je signe mon contrat, de travail pour une boîte de prod et je signe, le bail, je récupère les clés de mon appartement à Paris. Donc c'est vraiment une journée,
extraordinaire. J'ai rarement ressenti autant de joie. Il y a tout en même temps, c'est vraiment fantastique. Et j'ai vraiment besoin de partager ce bonheur avec quelqu'un. Et j'appelle Augustin, mon meilleur ami, et je lui propose qu'on aille boire un verre. Il n'est pas disponible, mes amis de Paris sont pas disponibles. Donc je sais pas, j'ai pas envie de rester seule pour fêter ces bonnes nouvelles. Donc allez, je respire un coup et j'envoie un message à Sam en lui expliquant la situation. Est-ce que en tant qu'ami, on pourrait aller boire un verre pour fêter toutes ces bonnes nouvelles? On va boire un verre. Il me fait pleurer de joie, en fait, tellement il me dit tu te rends compte, c'est exceptionnel. Le temps passe, on parle énormément et je décide de lui dire que j'ai des sentiments pour lui. Je lâche tout, en fait, et je lui dis: «Tu sais, Sam, je sais que c'est compliqué parce que tu es avec Camille, mais je suis amoureuse de toi et ça fait un moment et il fallait que je te le dise parce que c'est trop lourd à porter sans te le dire». Et là, contre toute attente, il me répond: «Moi aussi, je suis amoureux de toi depuis un moment et je suis trop content que ce soit moi que tu as appelé, pour partager ta joie, et on s'embrasse et je rentre chez moi et je dors pas de la nuit tellement je me dis: «Mais peut-être que les astres s'alignent aussi, sur le plan amoureux parce que, bah, on est tous les 2 amoureux l'un de l'autre», et je pensais pas que c'était réciproque, donc je suis vraiment, aux anges. Le lendemain, je fais ma pendaison de crémaillère. J'invite, des copains, dont Sam. Il y a Augustin aussi, il y a Maya, l'amie de Berlin. Il y a pas mal de monde. On fait la soirée qui se passe très bien et les gens partent, petit à petit, et Sam me fait comprendre qu'il aimerait bien rester, dormir chez moi, et on passe, la fin de soirée ensemble, la nuit ensemble, le lendemain matin toute la journée, et alors qu'on s'apprête à sortir pour rejoindre d'autres copains, je sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de lui dire: «On fait quoi? On est quoi l'un pour l'autre?» Et là, c'est un peu le drame. Notre conversation, dure, 1 heure, peut-être plus, et il m'explique qu'en fait, même s'il est amoureux de moi, une relation ne serait pas possible avec moi parce que je ne suis pas polyamoureuse. Camille l'est. Ça marche avec elle parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, mais il me dit: «Toi, tu ça te rendrait très malheureuse, en fait, de me voir, avec d'autres personnes, de me voir amoureux d'autres personnes, parce que je vais coucher avec qui je veux, quand je veux. Je vais peut-être faire des dates, je vais peut-être tomber amoureux d'autres personnes. Ça n'enlèvera pas l'amour que j'ai pour toi, mais ça va pas te convenir». Je suis tellement amoureuse que je me dis: «Mais peut-être que je peux prendre sur moi, en fait». Même si c'est pas ma conception de l'amour, peut-être qu'il faut que je m'ouvre l'esprit et que j'accepte ces conditions pour que ça marche. Je suis vraiment prête à tout pour que ça marche entre nous. Et il essaie de m'expliquer que bah, ça marche pas comme ça si on n'est pas polyamoureux, on n'est pas polyamoureux. Je lui dis: «Bah, on fait quoi alors? Est-ce qu'on continue de se voir mais on fonce dans le mur? Ou est-ce qu'on arrête de se voir mais ça va être horrible?» Parce que pour moi, c'est très difficile de comprendre qu'on est tous les 2 amoureux l'un de l'autre, mais qu'on va rien faire de ça. Et on en arrive à la conclusion que le mieux, c'est d'arrêter de se voir et de vraiment, couper contact. On sait qu'il y a l'anniversaire de Gabin en avril, donc plusieurs mois, plus tard, donc on sait qu'on sera amenés à se revoir, mais on va arrêter de se voir que tous les 2. On va arrêter de nourrir le lien. On coupe tout. C'est un horrible, chagrin d'amour pour moi. J'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Dans la discussion, on s'est dit: «Bah, on fera en sorte qu'on n'aille pas aux mêmes soirées, aux mêmes événements pour pas se croiser». C'est vraiment compliqué, d'assimiler tout ça, j'ai presque envie de dire de perdre mon amoureux, même si c'était pas mon amoureux, mais moi je le considère comme ça, et je suis vraiment triste. Le temps passe, la tristesse passe pas. On arrive, mi-février. Je pars, à Mayotte, rendre visite à ma sœur, dans 2 jours. Je pars avec ma mère et mon beau-père. C'est un lundi, je suis en train de me faire des pâtes pour le midi. Je parle avec mon amie Maya par message et elle me parle de son stérilet qui lui fait mal, qu'elle a mal posé, qu'il y a des règles abondantes. Je me dis: «Tiens, en parlant de règles, ça fait longtemps que j'ai pas eu les miennes». C'est étrange. Je suis pas inquiète parce que je me souviens du médecin qui m'a dit que je pourrais pas tomber enceinte, donc je suis vraiment pas inquiète. Mais quand même, il y a un truc qui me démange, en plein milieu de la cuisson de mes pâtes, je descends à la pharmacie et je vais acheter un test. Je fais le test, une première barre apparaît, comme sur tout test de grossesse, puis une deuxième barre apparaît. Là, il se passe un truc dans ma tête. Je me dis: «La barre va partir, parce que c'est pas possible». Sauf que la barre part pas. Donc là, je suis au milieu de mon petit studio, je suis toute seule et je me rends compte que je suis enceinte. Alors que je ne pouvais pas, hypothétiquement en tout cas, tomber enceinte.
mon monde s'écroule. Toujours, en texto avec Maya, je lui envoie un message et je lui dis: «Appelle-moi tout de suite». Elle sort, de cours pour m'appeler. Je lui dis la situation. J'appelle Augustin aussi parce que vraiment à ce moment-là, j'ai besoin qu'on me parle. Je comprends pas ce qui se passe, je suis en larmes, je me suis posé la question plusieurs fois dans ma vie. Qu'est-ce que je ferais si j'étais, un jour enceinte, alors que c'est pas voulu? Je me posais la question, sachant quand même que je pouvais pas avoir d'enfant, mais je me disais: «Imaginons» et c'était très clair. Je me disais: «Bah, je resterai calme, j'en parlerai à mes parents, j'en sais rien, enfin, ou j'irai, dans une clinique pour, faire, une procédure d'avortement». Enfin, c'était très simple, ce que je pensais et là, je suis face à la situation et je suis complètement désemparée. Avant que Augustin et Maya n'arrivent chez moi, je fais ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire appeler Sam pour lui dire. Donc j'appelle Sam qui ne répond pas et je lui envoie un message: «Rappelle-moi, le plus vite possible». Il me rappelle, je lui dis et en fait ça capte très mal, du coup il comprend pas ce que je dis. Je pense que je le répète 6 ou 7 fois. Et je pleure toutes les larmes de mon corps, je sanglote au téléphone et il comprend pas ce que je dis. Donc c'est vraiment un moment horrible parce que j'essaie de lui faire comprendre, mais la communication n'est pas au top. Il comprend et il accepte l'information avec beaucoup plus de calme que moi. Il reste calme et pourtant je comprends qu'il est pas seul et il me dit qu'il est chez Camille. Il sort pour me parler, on discute mais très rapidement parce que, Maya et Augustin arrivent chez moi. Je lui dis: «On va parler par message, on se rappelle un peu plus tard dans la journée. J'ai besoin de respirer, d'encaisser le coup». Mes amis arrivent. La première question qu'ils me posent, c'est: «Qu'est-ce que tu vas faire?» Je sais pas. Je passe, l'après-midi avec Augustin et Maya. Assez rapidement, ils se mettent à faire des blagues, en fait, et ça m'aide énormément. On dédramatise la situation et ça me fait énormément de bien. J'ai pas les idées claires, mais je suis déjà plus calme et apaisée. Dans l'après-midi, j'appelle, également, mon médecin traitant parce que je me dis que c'est ce qu'il faut faire et elle me prescrit une ordonnance pour que j'aille faire des tests en labo. On y va, tous les 3, tout de suite. Les examens, prouvent que ça date du soir de ma crémaillère, donc la dernière fois qu'on s'est vu avec Sam. Et voilà, on fait les examens, on rentre chez moi et le soir, mon papa vient de Lyon. Il est avocat et il a une audience à Paris le lendemain, donc il dort chez moi et je sais vraiment pas comment je vais garder la face, en fait, sans m'effondrer, devant lui. Je me sens pas prête à lui dire, en fait. Donc je demande à Augustin et à Maya de rester avec moi et on va au resto ensemble avec mon papa, qui est un peu surpris que je ramène des copains parce que comme on s'est pas vu depuis longtemps, il pensait passer la soirée qu'avec moi. Mais moi, j'ai besoin du soutien, psychologique de mes amis qui savent et qui me montrent qu'ils sont là pour moi. Je dis rien à mon père. Trop bizarre, mais je passe la nuit les mains sur le ventre à faire des rêves super bizarres et le lendemain, je continue de garder la face jusqu'à ce que mon père parte, puis je m'effondre de nouveau, c'est compliqué. J'ai Sam au téléphone, une nouvelle fois et là, il me dit quelque chose qui me fait pas réagir tout de suite. Il me dit: «On n'a pas besoin de discuter, de toute façon de ce qu'on va faire, c'est clair et net, on le garde pas». Je prépare mes affaires pour partir à Mayotte et en fait, je me rends compte que si moi j'ai besoin de me poser la question, je sais pas. Je sais pas si je veux le garder ou pas. Je me dis: «Imagine, c'est ta seule chance d'avoir un enfant et que c'est l'opération du ciel, j'en sais rien, qui a fait que je suis tombée enceinte et c'est ma seule chance de fonder une famille». Dans tous les cas, je pars à Mayotte, donc je peux pas prendre de décision, tout de suite. J'arrive à l'aéroport, j'en parle à ma mère parce que là, je suis enfin prête à lui dire. J'en parle à mon beau-père aussi. J'appelle mon père, qui n'est pas avec moi, mais je l'appelle pour lui dire. C'est vraiment le moment où j'annonce à tout le monde et je leur dis: «Je sais pas ce que je vais faire». Vraiment, au fond de mon cœur, je n'ai pas la réponse. Ils ont une réaction absolument extraordinaire, c'est qu'ils me disent que quelle que soit ma décision, ils me soutiendront et ils seront là pour moi et je me rends compte que j'ai vraiment énormément de chance parce que c'est pas donné à tout le monde et ça m'apaise aussi en me disant: comme j'ai le soutien de mes amis, j'ai le soutien de ma famille, de mes parents, de mon frère, de tout ce monde-là, quelle que soit ma décision, je sais que je suis pas toute seule.
en tout cas pas toute seule, auprès de mes proches parce que Sam est très présent, en tout cas il a été très présent depuis que je lui ai dit. Mais là, il me répond plus. Donc je pars à Mayotte et pendant quelques jours, pas de réponse, pas de son, pas d'image. C'est vraiment, silence radio. C'est vraiment difficile pour moi et je commence à être en colère, plus que triste, parce que je me dis: «Il s'échappe en fait. Il s'échappe et il me laisse toute seule, dans cette situation». Je lui envoie un message en lui disant, que c'est pas juste de me laisser, toute seule. Il s'excuse en me disant qu'il pensait bien faire pour me laisser le temps de réfléchir, me laisser digérer la nouvelle, et cetera et que c'était vraiment pas, afin de se dédouaner de quoi que ce soit. Donc moi, je lui explique que j'ai vraiment besoin qu'il soit là, qu'il soit présent, quotidiennement et je lui dis à ce moment-là que je sais pas où j'en suis. Ça fait 3 ans que je suis suivie par une thérapeute et je l'appelle pour qu'elle m'aide à y voir un petit peu plus clair, lui exposer comment je me sens et cetera, pour vraiment qu'elle puisse m'aider à cheminer, dans ma réflexion. Je sais plus ou moins ce que je veux faire, mais c'est pas 100 sûr et en fait, en lui exposant les choses, elle a même pas besoin de me parler, je comprends seule. Je me rends compte que si je garde ce bébé, je vais pas lui offrir la vie que je voudrais offrir à un enfant. Je vis dans un studio tout petit à Paris. Je n'ai pas de boulot stable. Je ne suis pas en couple avec, Sam. Sam m'a plus ou moins fait comprendre en me disant qu'il voulait que j'avorte, qu'il serait pas là si je le gardais et tout ça, je me rends compte que, bah, c'est pas juste en fait d'amener un être humain, au monde et de pas pouvoir lui offrir, une vie, bah, stable, sereine. Parce que si je le garde, il faut que je rentre chez mes parents, donc ça veut dire, qu'il serait élevé dans un contexte super bizarre et c'est assise sur une plage à Mayotte, en pleurant toutes les larmes de mon corps, que je prends la décision que je vais me faire avorter et je vais pas garder, cet enfant. Même si il y a une part de moi qui en a envie, mais je sais qu'il faut pas que je pense qu'à moi. Il faut pas non plus que je pense à Sam parce que, bah, c'est pas que lui. C'est pas que moi, c'est pas que lui, mais il faut que je pense à cet embryon. C'est pas un bébé, mais je me dis que je peux pas prendre une décision égoïste. Je passe, mes vacances à Mayotte avec des symptômes, de grossesse horribles. C'est-à-dire que je vomis, plusieurs fois par jour, j'ai mal à la poitrine. Ma mère, me dit qu'elle a eu, la même chose quand elle était enceinte, de moi. Donc, pas de surprise, mais c'est assez pénible, surtout que j'ai pris ma décision. De vivre tout ça, c'est un peu compliqué. J'appelle pendant que je suis à Mayotte, un hôpital à Lyon. Je prends rendez-vous pour, un avortement. Donc quand je rentre de Mayotte, je rentre à Lyon et je vais faire le rendez-vous, de préparation, en fait, où je passe un examen avec une psychologue pour, bah, s'assurer que je prends la bonne décision, que c'est pas une décision à la hâte et voir un médecin, tout ça. Enfin, c'est un parcours, médical assez précis. Sam est à Paris à ce moment-là et du coup, c'est une amie à moi qui m'accompagne faire tout ça. Ça va, d'être sans lui, je le vis plutôt bien. Malheureusement, à cause de ma condition, du sang, je peux pas faire un avortement médicamenteux. Donc ça va être, avec une anesthésie et il y a pas de date tout de suite. Donc c'est plusieurs temps, après mon rendez-vous, déjà pour laisser passer le temps de réflexion et aussi, pour, avoir de la disponibilité. Donc je me mets d'accord avec Sam pour être sûre qu'il puisse être dispo parce que même s'il vient pas à ce rendez-vous, de début, j'ai besoin qu'il soit là, pour l'intervention et il est d'accord donc je retourne à Paris, j'essaie d'avancer en fait, de travailler, de penser à autre chose, c'est compliqué de porter la décision, mais je suis sûre de ma décision, je change pas d'avis donc la date approche, je descends à Lyon pour me préparer et Flora m'envoie un message en me disant que Sam l'a appelé pour lui dire qu'il avait pris la décision de ne pas m'accompagner à l'intervention. Sa décision découle d'une discussion qu'il a eue avec quelqu'un, mais on ne sait pas qui est cette personne et qui l'a convaincu que c'était quelque chose que je devais vivre seule, que ça me rendrait plus forte, qu'il avait pas à être là et que, voilà, c'était quelque chose que je devais affronter, en mon âme et conscience, toute seule, comme une grande.
Cette nouvelle, je la prends vraiment en pleine figure. Je tombe de ma chaise et je me dis: «Comment il a pu en arriver à penser comme ça, quoi?» Je reçois ironiquement un message de Sam à ce moment-là qui me dit qu'il doit venir à Lyon me dire quelque chose. Donc je comprends que c'est ce qu'il va m'annoncer. Sam arrive à Lyon, moi je suis froide comme la glace à ce moment-là. Je suis vraiment je me dis un peu: «Mais pourquoi être venu à Lyon pour m'annoncer, une connerie pareille, en fait?» Il refuse d'aller chez moi, en tout cas chez mes parents, donc on se voit, dans un parc, alors qu'il fait super froid. C'est pas super agréable. C'est très tendu, on est assis côte à côte, on se regarde même pas, donc c'est vraiment un contexte, particulier pour une discussion. Il commence à parler, je lui coupe la parole en lui disant que je sais ce qu'il va me dire et je sais qu'il veut pas venir à l'intervention et en fait, il me, contredit en me disant qu'il a changé d'avis. Initialement, il venait me voir pour m'annoncer ça, mais que la discussion qu'il avait eue avec Flora l'avait fait changer d'avis. Ce qui me soulage énormément, mais il me dit quand même que c'est une situation qui est vraiment difficile pour lui et que c'est pour ça qu'il en était arrivé à se dire qu'il viendrait pas à l'opération parce que c'était trop lourd à porter pour lui. C'est très violent pour moi à entendre parce que c'est moi qui vis tous les symptômes de la grossesse, en tout cas physiquement. Ironiquement, c'est à ce moment-là que j'ai de nouveau des nausées et je me mets à vomir à côté de lui. C'est la première fois qu'on se voit en vrai depuis que je lui ai annoncé la grossesse. Il m'a pas encore vue enceinte et de me voir dans cet état, j'ai l'impression qu'il réalise en fait que c'est vrai quoi, que c'est en train de se passer et surtout qu'il me prend dans ses bras à la fin, de notre conversation avant de partir. Il me serre vraiment fort. J'ai ce ressenti que c'est comme des excuses d'avoir pu, penser ce qu'il a pensé. On se quitte sur une note, beaucoup plus légère que comme on s'est retrouvés et moi je me sens plus légère aussi, plus apaisée, je sais qu'il va venir et voilà. La veille, de l'opération, Sam est arrivé à Lyon en train. Il a pris un hôtel pour passer la nuit parce qu'il faut que je me présente à l'hôpital très tôt le lendemain matin. Je lui ai pas proposé de venir chez moi parce que mes parents auraient pas trop apprécié et je pense que lui non plus. Et on se retrouve quand même avant pour, boire un verre, et cette discussion, elle est très longue. J'ai l'impression qu'on se dit des choses qu'on s'est jamais dit sur notre relation, sur la grossesse, sur tout ça. Moi, je peux lui dire en face, droit dans les yeux, que non, ça a pas été une décision évidente pour moi et que ça avait été difficile pour moi, qu'il me laisse pas la possibilité de réflexion. Il m'explique comment ça s'est passé quand, je lui ai annoncé la grossesse. Il était chez Camille et elle l'a foutu dehors et du coup, il me dit qu'ils se sont séparés. Mon ressenti, est assez ambivalent dans le sens où ça m'appartient pas, c'est son couple, donc je m'en fiche un peu. Mais il y a une petite partie de moi qui est un peu contente, on va dire. Parce que je sais qu'il est 100 avec moi. Je fantasme pas sur un futur pour nous 2. Il y a cette petite part, ce petit démon sur l'épaule qui dit: «Bon, bah, c'est cool qu'ils soient plus ensemble, il est avec moi à ce moment-là et il sera là pour moi demain donc ça me fait du bien». Le matin de l'opération, donc mon papa me pose, à l'hôpital. Sam n'est pas là. J'ai un peu peur. Il arrive finalement, donc la pression redescend, mais il me confie qu'il était tellement stressé la veille qu'il est allé dans un bar et qu'il s'est retourné le crâne. Il a bu énormément et il a à peine dormi 1 heure avant de venir. On est installé dans une chambre. Voilà, moi je me change, je mets la blouse, d'hôpital, je suis installée dans un lit, il est à côté de moi et en fait on nous demande on demande de venir tôt, mais l'opération est pas forcément, tout de suite, donc il y a un temps d'attente. Moi je suis allongée dans le lit d'hôpital et Sam est juste à côté de moi sur une chaise. On essaye de dédramatiser dans le sens où, moi j'ai beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de stress, j'ai peur d'avoir mal, même s'il y a une anesthésie générale et honnêtement, il est super. Il me
parle de plein de trucs, on rigole, on fait des blagues, on joue à des jeux sur nos téléphones. Il rend le moment moins pénible et je suis super reconnaissante, pour ça parce que ça me détend alors que je suis vraiment tendue. Une infirmière arrive pour l'anesthésie et je pars en salle d'opération. Je me réveille dans la salle de réveil, on me ramène à ma chambre où Sam m'attend, toujours. Il s'est endormi sur sa chaise parce qu'il a pas dormi la veille, mais il se réveille, quand j'arrive et ouais, il est présent, il me tient la main et moi je sors un peu des vapes, je réalise que c'est fait et je pleure un peu. Je sais pas si c'est du soulagement, si c'est de la tristesse. Je pense qu'il y a c'est quelques larmes, mais c'est l'émotion qui sort et j'en ai besoin. J'ai mal, mais ça va. Les médecins, m'annoncent que l'opération s'est bien passée et que je peux rentrer chez moi. On rentre tous les 2 chez ma mère. Il fait pas de manière à dire qu'il veut pas venir parce que j'ai besoin que quelqu'un me raccompagne dans tous les cas. On mange une pizza et il part, quelques heures plus tard parce qu'il a son train pour Paris. Et moi, j'ai quelques jours devant moi pour, me reposer auprès de ma famille et récupérer. Il se trouve que je récupère, rapidement, je me sens mieux, quelques jours après et donc je remonte sur Paris pour, fêter mon anniversaire, avec, tous mes amis, de Paris. Et donc voilà, il y a Flora qui est venue de Berlin, pour, l'occasion, il y a Gabin, il y a Augustin, il y a Maya et en fait, Gabin et Maya sont dans le même groupe de travail que Sam, que je n'avais pas invité de base. Comme ils sont tous ensemble avant de venir à mon anniversaire, Gabin m'envoie un message pour me dire, qu'il est avec Sam et je me dis que ça peut être une bonne idée de l'inviter. Dans tous les cas, on s'est vus quelques jours avant, donc ça va pas être bizarre qu'il soit là. Donc ils viennent tous, on est assis à côté, avec Sam et on reprend un peu un jeu de séduction. J'y réfléchis pas trop parce que, bah, je suis un peu pompette, seulement le lendemain, je me dis: «Il faut pas». C'est tellement compliqué ce qu'on a vécu, ça nous a énormément rapprochés, mais c'est pas une bonne idée. Quelques jours après mon anniversaire, on va boire un verre avec, Sam. On se cale, 1 heure dans nos agendas respectifs pour aller boire un verre et avoir un peu une discussion post-avortement et faire le point entre nous. On avait dit 1 heure, on reste finalement 7 heures à discuter. Je pleure, il pleure. C'est vraiment un moment, fort en émotion et on se redit ce qu'on s'était dit, avant toute cette histoire de grossesse, que c'est mieux qu'on parte chacun de notre côté et qu'on fasse nos chemins, séparés. Il me dit aussi qu'il s'est remis avec Camille. C'est une nouvelle qui est pas agréable à recevoir, mais qui me fait pas plus de peine que ça parce que, comme je me suis dit juste après mon anniversaire, c'est pas une bonne idée de toute façon qu'on continue notre relation. Vraiment, ça me fait pas plaisir, mais je comprends. Ce que je comprends moins, c'est ce qu'il me dit quant au polyamour. Il me dit que je lui ai fait se rendre compte de plein de choses et notamment sur la façon dont il voyait l'amour et les relations. Il m'avoue qu'il est plus si sûr de vouloir être dans des relations comme il les a connues ces dernières années, c'est-à-dire, des relations, ouvertes, polyamoureuses. C'est bizarre pour moi à recevoir comme information. Il y a encore le petit démon sur mon épaule qui me dit: «Peut-être que ça veut dire qu'il envisage une relation avec toi, peut-être que vous êtes faits pour être ensemble au final». Mais ma raison me ramène quand même vite sur terre en me disant: «Bah, ça lui appartient. De toute façon, il a beaucoup de démons, ce garçon et je suis pas là pour, les combattre à sa place. Si jamais on doit se retrouver, on se retrouvera, mais pour l'instant, c'est mieux qu'on se laisse partir». J'ai quand même un goût amer dans la bouche parce que j'ai un certain sentiment d'injustice. Je me dis: «Moi, quand je voulais être, dans une relation monogame avec lui, c'était pas possible». Maintenant qu'il s'est remis avec Camille et qu'il me dit ça, je me dis: «Est-ce qu'elle va avoir ce dont moi je rêvais?» C'est frustrant, mais c'est aussi, d'une certaine façon, satisfaisant de savoir que je suis la personne qui lui a fait se poser toutes ces questions et qui lui a fait prendre conscience de certaines choses. Je me dis qu'on n'a pas vécu tout ce qu'on a vécu pour rien et que si ça lui a permis de voir les choses sous un nouvel angle, bah, c'est ouais, une certaine satisfaction pour moi. C'est vraiment un mélange,
de plein d'émotions, mais j'essaie de rationaliser, tout ça, de rester, fidèle à ma décision et on termine ce rendez-vous en se promettant qu'on sortirait pas de la vie l'un de l'autre, qu'on arrêterait de se donner des nouvelles et d'entretenir un lien, constant, mais qu'on resterait en lien, notamment si l'un de nous, en avait besoin et notamment par rapport à cet épisode, d'avortement. Plusieurs mois passent, on est en juin. Je me sens plutôt bien. J'essaie de pas me poser trop de questions. Je suis un peu prise, dans le travail, donc je me porte bien. Je repars à Berlin quelques jours et je me dis que ça peut être, chouette de revoir Sam, parce que ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vus et voilà, qu'on s'est quittés en bons termes, on n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis non plus. Donc je lui propose d'aller boire un verre, message auquel il me répond, assez froidement en me disant qu'il serait pas disponible, alors que je sais par, Gabin, par Maya qui sont dans sa classe, qu'il est en vacances. Je suis invitée à l'anniversaire de Maya. La veille, elle m'envoie un message pour me dire que finalement, ce serait bien que je vienne pas et je comprends pas trop parce que je suis pas venue à Berlin pour ça, mais ça fait partie des raisons, pour lesquelles, je suis là à ce moment-là, en fait, à cette date-là. Donc je lui demande, des explications et elle me dit qu'en fait, son anniversaire va se passer chez Sam et Sam a exprimé le souhait de ne pas me voir, que je ne vienne pas et que du coup, elle est très gênée par rapport à la situation, mais comme son anniversaire va se passer chez Sam, qu'elle a pas d'autre endroit où le faire, elle peut pas trop aller à l'encontre de ses envies. Gabin et Flora ne sont pas invités, mais il y a d'autres amis, que j'ai en commun avec Sam qui y sont et qui me disent: «Mais c'est complètement débile que tu viennes pas, on va lui en parler et on va faire en sorte que tu viennes parce que comme vous vous êtes pas séparés en mauvais termes, c'est vraiment idiot que tu ne viennes pas». Sam reste sur sa position et je n'y vais pas. Je rentre en France après, ce séjour à Berlin et je pars en vacances avec mon grand-père et tous les petits-enfants de mon grand-père et ma cousine vient d'avoir un bébé qui est né vraiment, très récemment. C'est génial de voir, ce bébé. Au moment où je le prends dans mes bras, il se passe un truc que je n'avais pas du tout, anticipé. Je m'effondre complètement. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je réalise que je n'ai pas fait encore le deuil de la grossesse que j'ai traversée et de l'idée que j'aurais pu avoir moi aussi un bébé. Et c'est vraiment très dur et je pleure tellement qu'on doit m'enlever le nouveau-né des bras parce que je lui pleure dessus. Enfin, c'est un moment qui est assez difficile. J'en parle avec mes cousines et je ressens une telle douleur à ce moment-là. Pas un regret de ma décision, mais vraiment la douleur d'un deuil quand on a perdu quelque chose, quelqu'un et j'ai besoin de Sam, en fait, à ce moment-là. Je sais qu'on s'est pas vu quand j'étais à Berlin, mais il m'a promis, dans tous les cas, qu'il serait là, si j'en avais besoin, donc je me dis que c'est la bonne chose à faire que de l'appeler. Je l'appelle une première fois, il répond pas. Je l'appelle une deuxième fois, il répond pas. J'essaie de le contacter, par Instagram et je trouve pas son compte, donc je me rends compte qu'il m'a supprimé des réseaux sociaux. Donc là, c'est un choc, un peu. Je croise les doigts en me disant peut-être qu'il m'a pas bloqué sur WhatsApp, donc je décide de lui envoyer un message. Et mon message est assez calme. Je lui dis: «Je pense avoir compris que tu as changé d'avis par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu et que tu ne veux plus avoir de lien avec moi. Mais je traverse un moment vraiment compliqué. J'en ai parlé à ma famille, à mes amis, mais j'ai besoin de toi, en fait, parce que c'est toi la personne qui me comprendra le mieux, parce que c'est toi qui as traversé ça avec moi et je vais pas t'embêter longtemps, j'ai juste besoin qu'on s'appelle un petit peu, si c'est possible, dis-moi». Il me répond pas tout de suite, mais il me répond quand même et il me dit que c'est trop difficile pour lui et qu'en effet, c'est pas possible pour lui de m'apporter du soutien, sachant que lui va déjà très mal. Il me dit qu'il peut pas être présent pour moi alors que sa vie est un véritable, bordel. Il me dit qu'il est tout seul, qu'il a plus personne, plus d'amis et qu'il doit faire le processus de deuil seul. J'en déduis à ce moment-là qu'il s'est encore séparé de Camille, mais voilà, dans son message, il me dit: «J'espère que ça ira pour toi, mais je serai pas là pour toi et je préférerais que tu arrêtes de me contacter». Je respecte sa décision, même si je la trouve assez injuste.
J'ai l'impression d'être trahie, en fait. Je me dis: «Il m'a promis quelque chose et il tient pas sa promesse, il est pas là pour moi». Ce que je réalise, c'est qu'en fait, la personne sur qui je peux compter, c'est moi. Je suis plus forte que je pensais l'être et je me dis que je vais réussir à traverser ça, seule, en fait, sans lui et qu'il faut que j'apprenne, en fait, à ne pas, compter sur lui et c'est pas évident parce que c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Mais bah, c'est les cartes qu'on me donne, donc il faut que j'apprenne à jouer avec, quoi. Aujourd'hui, je réalise que cette histoire avec Sam m'a appris plusieurs choses et a changé certaines choses dans mon comportement. Déjà, maintenant quand, je rencontre quelqu'un, je fais en sorte de m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a la même définition, de l'amour, des relations, de ce qu'on veut. Plus que: «Est-ce que tu veux du sérieux? Oui, non». C'est vraiment: «Est-ce qu'on conçoit le couple de la même façon?» Plutôt que de me dire que je vais réussir à changer les gens. Je me rends compte, aujourd'hui que si quelqu'un n'a pas la même façon d'aimer que moi, peu importe à quelle, intensité je vais aimer cette personne, je vais pas pouvoir lui imposer ma façon à moi d'aimer. Ça m'a aussi fait me rendre compte de choses, par rapport à la maternité. Déjà, je suis très contente de me rendre compte que le médecin qui m'avait annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant s'est trompé. Ça m'a confirmé que je voulais fonder une famille, que je voulais avoir des enfants, mais pas tout de suite. Je suis encore, trop jeune et j'ai encore plein de trucs à vivre, sans enfant. Je regrette pas du tout la décision que j'ai prise parce que c'était la bonne et ce sera la bonne le jour où je déciderai de garder, un enfant, un jour. Aussi, je me rends compte que le jour où je vais vouloir des enfants, j'ai envie, je peux même dire que j'ai besoin que la personne avec qui je vais avoir un enfant soit investie. Je me suis posé la question au moment de la grossesse, mais je me rends compte que c'est pas quelque chose que je veux traverser, seule, d'élever un enfant. Je veux vraiment le partager avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Voilà, c'est important pour moi. Vous venez d'écouter Transfert épisode 247, un témoignage recueilli par Lola Berthet. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.